Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une plongée au cœur d'une analyse assez récente sur l'intensification des conflits armés en Afrique pour, disons, 2024-2025. Notre mission, essayer d'extraire l'essentiel de ce document. Comprendre pourquoi la situation s'aggrave comme ça dans des régions clés, le Sahel, la RDC, le Soudan. On va décortiquer ça ensemble. Alors, commençons par le début. Le constat de départ, d'après cette analyse, il est quand même frappant. On parle d'une escalade inquiétante. Plus de violence, c'est plus complexe aussi, et avec des conséquences humanitaires. Le mot utilisé, c'est historique. On évoque des États qui perdent leur contrôle, des combats dits hybrides, c'est-à-dire qui mélangent un peu tout, acteurs étatiques, groupes armés, des mercenaires aussi, et puis des tactiques pas conventionnelles, quoi. Et derrière tout ça, une lutte féroce pour les ressources. Oui, et ce qui frappe d'emblée, enfin ce que l'analyse met vraiment en lumière, c'est la convergence de plusieurs facteurs assez lourds. Prenez la fragmentation de l'autorité de l'État. Ça, c'est central. Les armées régulières sont débordées, clairement. Pas seulement par des grands groupes rebelles, comme le M23 en RDC ou les forces de soutien rapide, les fameuses RSF, au Soudan, mais aussi par une myriade de milices locales. Et parfois même, l'analyse souligne que ces milices sont armées par les États eux-mêmes, comme les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, au Burkina Faso. Ah oui. Attendez, si les États arment ces milices, les VDP par exemple, est-ce que l'analyse dit si ça marche? Est-ce que ça rétablit l'ordre ou est-ce que ça ne fait qu'ajouter une couche d'acteurs armés incontrôlables? C'est exactement le problème qui est soulevé, oui. L'analyse décrit ça comme une sorte d'externalisation de la sécurité, très risquée, et qui souvent mène à plus de violence, notamment intercommunautaire. Et ça érode la confiance des gens envers l'État, quoi. Et bien sûr, les coups d'État à répétition au Sahel, Mali, Burkina, Niger, ça n'a fait qu'accentuer cette fragilité. Ça a créé un vide sécuritaire, diplomatique, qui est exploité par divers acteurs. Justement, ces acteurs qui exploitent le vide. L'analyse insiste pas mal sur le rôle croissant des acteurs extérieurs, c'est ça? Ah oui, absolument, c'est un point clé. La présence russe, par exemple, via ce que l'analyse appelle Wagner ou Africa Corps, elle est très documentée au Sahel. Elle soutient les régimes militaires, c'est un fait, mais elle est aussi liée, d'après les sources citées dans le document, à de graves exactions contre les civils. On parle notamment des Peuls au Mali. Mais attention, ce n'est qu'une partie du tableau. L'analyse met en lumière de véritables guerres par procuration. Des guerres par procuration. Comment ça se manifeste concrètement, d'après le document? Alors, en RDC, le conflit avec le M23 est décrit comme ça. Il y a des accusations très fortes contre le Rwanda et l'analyse cite des rapports de l'ONU qui corroborent la présence de milliers de soldats rwandais aux côtés du M23, ce qui change évidemment les capacités du groupe. Au Soudan, c'est encore plus complexe, si c'est possible. L'armée régulière, la SAF, serait soutenue par l'Égypte et l'Arabie Saoudite, et en face, les RSF, elles, bénéficieraient, selon les accusations de Khartoum en tout cas, de l'appui des Émirats arabes unis. Vous voyez, cette ingérence internationale, ça rend toute solution locale extrêmement difficile, et ça alimente les craintes de partition du pays, comme au Soudan. Et est-ce que ces jeux géopolitiques sont liés seulement à l'influence ou est-ce que l'analyse pointe aussi le rôle des richesses naturelles? On entend souvent parler de la malédiction des ressources. C'est un point absolument central de l'analyse, oui. En RDC, c'est très clair, les minerais essentiels, cobalt, coltan, ils sont explicitement liés au financement du M23 et d'autres milices via le trafic. Au Sahel, c'est l'or, l'uranium qui attire les convoitises. L'analyse évoque même des liens présumés entre Wagner et l'accès à ces ressources au Mali. Et au Mozambique, l'insurrection à Cabo Delgado est directement mise en relation avec les énormes réserves de gaz et les mines de rubis. Ces richesses, elles financent la guerre et attirent les interventions. C'est un cercle vicieux. Donc on a des États faibles, des acteurs externes, une compétition pour les ressources. Quel est le coût humain de tout ça? Les chiffres cités, ils donnent quoi? Le pismo humain, il est décrit comme catastrophique, vraiment. Pour le Soudan, l'analyse parle de 12 millions de déplacés et réfugiés. 12 millions! Et près de la moitié de la population, c'est-à-dire 25 millions de personnes, au bord de la famine. C'est colossal. Dans la région des Grands Lacs, c'est plus de 7,3 millions de déplacés internes, principalement à cause de la crise en RDC. Et attention, ce ne sont pas juste des dommages collatéraux. L'obstruction de l'aide humanitaire au Soudan, par exemple, est citée comme une stratégie de guerre.
Les massacres qui sont rapportés, comme celui d'El Fasher au Soudan, fin 2024, plus de 1500 civils tués selon les sources citées, ou les exécutions documentées par des ONG au Mali, au Burkina, impliquant forces de sécurité et leurs alliés, tout ça témoigne d'une impunité quasi totale. C'est une échelle de souffrance qu'on a du mal à imaginer, en fait. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, ce que cette analyse semble montrer, c'est pas juste une série de crises séparées, mais plutôt un système, non? Un système où la faiblesse de l'État, la prédation des ressources, les agendas étrangers et les violations massives des droits humains s'entremêlent et se renforcent les uns les autres. C'est un peu un nœud gordien, quoi. Exactement. C'est un cercle vicieux, comme je disais. Chaque facteur aggrave les autres, et ça rend la paix incroyablement difficile à atteindre. Donc pour résumer, cette analyse dresse le portrait de conflits en Afrique qui atteignent une complexité, une violence sans précédent, nourrie par des fragilités internes, bien sûr, mais aussi largement exacerbée par des jeux d'influence et des intérêts économiques externes souvent liés aux ressources, avec des conséquences humanitaires qui dépassent l'entendement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, qui est soulevée implicitement par l'analyse, je trouve. Si l'exploitation des ressources et les agendas géopolitiques sont si centraux, et si les approches purement sécuritaires, qu'il s'agisse de forces étrangères ou de mercenaires, semblent souvent aggraver l'impunité et les violations, comme le suggère le document, alors quelle forme alternative de médiation ou d'intervention pourrait réellement briser ce cycle infernal, au-delà de ces approches sécuritaires qui font peut-être partie du problème finalement? C'est une réflexion crucial pour l'avenir, je pense.